bien, écoutez, bienvenue pour ce sixième DevOps, Meetup DevOps, pardon, sixième ou septième, on sait plus trop, enfin, c'est le numéro 6, c'est le septième en réalité, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va avoir trois parties. Une première partie où je vais vous exposer rapidement deux petits problèmes que j'ai actuellement. Et on verra ce que vous en pensez, si vous avez des pistes. Une deuxième partie, on aura le CTO, j'ai vu ça, le CTO de Selenza. Il a un prénom? Il a un prénom, c'est Michel Perchetti, qui va nous présenter infrastructure as code. Et puis en dernière partie, puisque c'est la semaine prochaine qu'on aura la build 2020 qui va avoir lieu, savoir ce que vous attendez et quelles sont un petit peu vos prévisions par rapport à cette build. Donc voilà un petit peu les différents sujets d'aujourd'hui. Alors concernant mes petites problématiques, alors j'ai une première problématique qui date depuis, ça fait au moins un an, ouais, plus d'un an. En gros, je vous explique, on a une application qui est un service Windows qui host des services WCF. Et on a un site 2IS qui interroge ces services WCF. Et ce service WCF, lui, calcule un certain nombre de données, enregistre ces données dans une base de données. Et ensuite, on a un deuxième service Windows qui récupère ces données et génère une image via une application, via du WPF. Donc, en gros, je résume, j'ai une requête qui vient sur le serveur 2IS. Le serveur 2IS appelle le service WCF pour qu'il calcule les données. Ces données sont enregistrées dans une base de données. Et ensuite, on a un autre service qui regarde régulièrement dans cette base de données et génère un fichier image à partir d'un rendu WPF. Alors tout ça, ça marche très bien. Ça monte bien en charge puisque j'ai fait l'essai avec 200 clients en même temps qui demandent des rendus. Donc tout ça fonctionne bien. Le seul problème, c'est qu'au bout de X temps, on va dire entre 6 et 10 heures, j'ai tout qui plante. Donc le service de rendu plante, n'arrive plus à démarrer, n'arrive plus à faire une génération. Et il faut que je redémarre le service WCF qui calcule les données pour que le service de rendu remarche correctement. Donc on a cherché... Tout est sur la même machine, Richard? C'est sur la même machine, oui. C'est sur la même machine. Donc on a cherché, je vous dis, c'est un problème qu'on a depuis un an à peu près. Pour l'instant, ça allait bien parce que on n'avait pas beaucoup de clients en même temps qui demandaient des rendus. Mais là, on va avoir une augmentation assez importante. Et donc là, on est obligé de redémarrer le service principal, celui qui fait les calculs, j'allais dire toutes les nuits, pour que ça fonctionne. Mais le problème, c'est que lui, il scrute un certain nombre de données et en gros, c'est mal de le redémarrer, quoi. C'est en .NET Core ou .NET? .NET. Alors, c'est un projet qui a 10 ans. Hein. Et tu utilises quelle version de composants pour la gestion des images? Alors, pour la gestion des images, en gros, c'est on crée dynamiquement dans un canvas WPF les différents objets. Et ce canvas, après, on le transforme en XPS. Et à partir du XPS, on génère un PNG. Et tu vois la mémoire, si tu regardes la mémoire évoluer au fur et à mesure du temps, si tu fais de la charge, tu la vois monter ou des choses comme ça, non? Rien du tout. Ah. Pourquoi ça s'arrête d'un seul coup ou tu peux pas voir la mémoire? Ça s'arrête d'un seul coup et il me met au moment où ça s'arrête, au moment où ça s'emballe très rapidement, il me met on n'a pas assez de mémoire. Et pourtant, il est
il est toujours à 68 mégas de consommation en private, etc. Ça sent de la ressource non managée, pas désallouée et qui te fragmente ta mémoire. Ouais. Oui, mais si tu veux, la question que je me pose, c'est que côté ce que j'appelle le renderer, celui qui calcule l'image, maintenant c'est que du WPF. Alors c'est vrai que derrière il y a DirectX, etc. Alors ça voudrait dire qu'il y a un bug dans WPF, quelque part. J'y crois pas trop. C'est plutôt dans ton code comme chez TOS. Ouais, gna, 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 gna. Non, mais certainement. Ouais. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, on peut dire du mal alors. Oui, voilà. Ouais. Mais tu as essayé de mettre des logs? Parce que moi, j'avais eu des cas comme ça, j'en ai eu plein. Et au bout d'un moment, je trouvais plus, je mettais des logs à la con, quoi. Puis je me mettais un journal, quoi. J'ai 10 mégas par minute qui est généré en log. Il n'y a pas longtemps, j'en ai trouvé un ça faisait peut-être 2 ans que je le cherchais. Mais c'était Ouais. une connerie, mon grand. Mais tu peux même pas t'imaginer. Je faisais Non, des alors- logs, mais t'en as marre, Richard, tout le monde. T'as accès au serveur qui fait tourner le truc, tu peux te loguer dessus. Oui, oui. Moi, j'aurais utilisé ça. Moi, je ferais des dumps réguliers avec ça. Pour avoir l'état de la mémoire, pour savoir où elle en est, de ta mémoire managée, tout ce qui est. Pour Ouais, voir mais si t'as pas de la fragmentation. ouais, mais j'avais fait ça avec Christophe Nassar, donc, qui pour moi est le spécialiste des dumps. J'ai plus de mémoire. Et Si, il des travaille chez trucs- Pampers. et des trajets. Et on n'avait rien trouvé. Et, Avec, attends, tu parles de Dot Memory ou de VMAP? je me souviens plus avec quoi on avait fait ça. Non, c'était pas avec Dot Memory. Non, c'était avec les outils de sysinterval. Là. D'accord. J'ai C'est avec essayé ça de que je mettre cherche. sur J'ai essayé de le mettre sur une VM, mais enfin, pas en prod, en faux prod, quoi. Je veux dire, le voir si est-ce que lui, au bout de 10 heures, il va planter, quoi. Oui, oui, c'est une VM chez Ikula qui. Non, mais je veux dire une autre. Ah non, mais c'est. Oui, on l'a fait sur plusieurs, Et il plante machines. Et il plante aussi. Putain. Alors, la question, là où j'en étais arrivé, c'était est-ce que c'est un problème? Parce que alors, ceux qui ont fait la configuration WCF, je les félicite pas. Mais bref, on a une configuration WCF qui est assez complexe. Est-ce que c'est pas avec le nombre d'appels WCF que l'on fait qu'il y aurait quelque chose qui te part? T'as la stack trace au moment du crash? Ouais, mais il n'y a rien. Rien. Il n'y a vraiment rien. Et ton application WPF, est-ce que tu peux pas enlever tout tu as une possibilité de catcher tous les types d'exceptions. C'est un truc qu'on a dans notre application chez nous. Et à ce moment-là, réagir avec ça. Ouais, mais non. Parce que moi, je chercherais plutôt du côté WPF s'il y a un problème mémoire ou quelque chose, quoi. Je vois pas pourquoi WCF il y a un problème, quoi. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un des services WCF qui est en duplex. Okay. Donc, alors, c'est vrai que moi, dans mon service, dans mon application de ZIS, je crée une instance, enfin, je crée mon channel, je l'utilise et après je le ferme. Comme j'ai un duplex, est-ce que le duplex est bien fermé, enfin le retour est bien fermé ou ce genre de choses, quoi. Mais tu devrais le voir dans l'état de la mémoire. Ouais. Quand tu prends un dump de la mémoire, tu devrais le voir si jamais il y a un problème à ce niveau-là qui ne serait pas fermé correctement. Ouais. Voilà. Et puis je vous dis, on redémarre le service, tout redémarre, le côté WPF, tout marche bien, quoi. Donc voilà. Bon. C'était tout ça pour vous dire que j'avais une petite question. Si par hasard vous avez une illumination un jour, n'hésitez pas à me le transmettre sur le Slack, parce que j'avoue que je craque un peu. T'as essayé de relancer en boucle juste le process qui génère les images XPS pour voir déjà si ça vient pas de là? Oui, alors parce que là actuellement, ce que je fais, c'est que tous les 200 rendus, je le fais redémarrer. Je l'arrête, il redémarre. Donc il est tout vierge, quoi, à chaque fois. Il n'y a que quand je redémarre le serveur de calcul
que quand il redémarre, il roule correctement. Et ton serveur WCF, il est sur 2IS? Non, Non, mais il est C'est un il Windows est Service. hébergé dans c'est un... un Windows Service en console, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça vient pas du fait que c'est dans un service Windows, parce qu'on l'a aussi sous forme d'application console, plutôt que Oui, et ça crache pareil. Ça crache pareil. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, on va passer à la deuxième partie. Hein. Et donc, c'est Michel qui va nous parler de IAC. Alors, je ne sais pas si on utilise l'acronyme ou pas. J'en sais rien. Enfin, ça dépend des gens. Enfin, il y a beaucoup de sujets, je trouve, sur l'infra as code. Je ne sais pas si vous en pratiquez sur vos projets ou pas. Enfin, vous en mettez tous ou vous en mettez jamais. Enfin, c'est quoi vos histoires là-dessus? Alors déjà, c'est quelque chose qu'on utilise. Déjà, suivant les projets sur lesquels je travaille, on va avoir l'infra as code à plusieurs endroits. On va l'avoir dans les machines. Donc, comment configurer les VM sur lesquels on travaille de façon générique. Donc, on va avoir, pour éviter des opérations manuelles. Le but, dans tous les cas, ça va être de ne pas manuellement configurer de l'infrastructure et de voir l'infrastructure comme du code et le déployer comme on déploierait nos applications. Et généralement, sur les projets, on va déployer en même temps l'infrastructure et en même temps le code. Donc, on va avoir des technologies qui vont nous permettre de configurer déjà des VM par script, où on va décrire un état de ce qu'on veut dans la VM. Alors, ceux qui sont sur Windows, qui ont l'habitude, on va retrouver des choses autour de PowerShell DSC qui existent déjà depuis pas mal de temps. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà manipulé ces technologies. En fait, c'est une couche au-dessus, un peu au-dessus de PowerShell qui va permettre de décrire les composants qu'on voit à l'intérieur. Et ça te permet de déployer du paramétrage. Au lieu d'être impératif en disant installe-moi 2IS, configure-moi tel site, on va lui dire, et ça va être un peu ce qu'on va avoir dans beaucoup d'outils d'infra as code, on va lui dire sur ma machine, il y aura un 2IS, le site il va avoir cette tête-là, ça sera tel host, il sera dans tel dossier. Il s'appelle comment cet outil, tu dis? Alors il y a PowerShell DSC, Desire State Configuration, qui est un outil qui est intégré à Windows de base et qui fonctionne par WinRM. Donc ça, c'est dans la couche Windows base. Et après, quand on a des stacks un peu plus autour de Linux, on va retrouver des outils comme Ansible qui vont nous permettre de déployer aussi de la configuration. Mais dans tous les cas, la philosophie de ces outils-là, là, j'ai parlé à l'intérieur de machines. Après, je vais vous parler un peu des outils qu'on a autour du cloud. Le but de ces outils, ça va être de décrire un état plutôt que d'exécuter un ensemble de scripts qui vont permettre d'arriver dans l'état où on veut. Parce que les problématiques qu'on a sur les infrastructures, c'est que elles peuvent bouger et on ne connaît pas forcément l'état précédent. Donc, on va définir l'état terminal que l'on veut et on va laisser les scripts déployer l'infrastructure dans l'état désiré. Alors, ça a d'énormes avantages. C'est que quand on regarde l'état, on sait exactement qu'est-ce qu'on va avoir sur notre plateforme. Tandis que quand on va lire un script qui va mettre à jour une VM ou un script qui va mettre à jour une infra sur le cloud, on ne sait pas forcément dans quel état on va arriver parce que ça va être qu'un ensemble de lignes de commande et ce n'est pas forcément facile de définir ce qu'on va avoir à la fin. Donc, je vais vous montrer après, je ne sais pas si vous connaissez, une technologie qui a pas mal le vent en poupe en ce moment, que ce soit sur les plateformes Microsoft ou d'autres plateformes de cloud qui s'appelle Terraform. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelques scripts. Donc, je vais vous montrer rapidement un peu ce qu'on peut faire. Vous allez voir que ça peut un peu réconcilier les développeurs avec les gens de l'infrastructure parce qu'on va un petit peu coder notre plateforme. Et le but, comme toute application, on va pouvoir créer des variables, faire des boucles, paramétrer, modulariser. Et ce qui fait que certaines pratiques qu'on va avoir côté développement, on peut aussi les avoir côté plateforme. Ce qui fait qu'on peut très facilement créer des modules d'infrastructure, des modules de VM avec leurs IP, des VM avec leurs disques. Et comme des packages NuGet côté .NET, on aurait des modules Terraform qui déploieraient un sous-ensemble d'infrastructures qui serait cohérent. Donc, on va pouvoir avoir les mêmes avantages et inconvénients qu'on a côté code de refactoring, d'organisation.
Et surtout, le gros avantage qu'on va avoir derrière, c'est que notre infrastructure va être lisible. Et le fait d'être lisible, ça a un énorme avantage. Ça permet d'éviter des erreurs de configuration et de paramétrage. Et ça permet aussi un meilleur audit de la plateforme. Parce que quand on va faire un changement de plateforme, surtout sur le cloud où c'est assez facile, puisqu'on peut le faire par le portail, on peut le faire en ligne de commande, pour savoir quel changement on va effectuer et qu'est-ce qui s'est passé, ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Parce que autant avant, quand on était sur de l'on-prem, il fallait faire un changement, il fallait faire un ticket, envoyer un mail, faire 5 réunions. Là, sur le cloud, je peux déployer des ressources en quelques clics ou en quelques lignes de commande. Donc, le fait d'empêcher les gens de faire ça et de déployer par des scripts va permettre comme nous, on ferait du pull request pour du code, on va pouvoir faire du pull request pour déployer de la plateforme. Donc, je vais vous montrer vite fait un peu à quoi ça correspond Terraform pour vous montrer un peu des choses qu'on peut faire sur l'infra as code. Alors, j'ai un petit VS Code ici. Alors, j'ai créé quelques fichiers déjà tout faits pour gagner un peu de temps, pour pas passer de temps à écrire. Je suis logué sur ma plateforme Azure et je vais essayer de décrire une plateforme Azure avec un ressource group et un compte de stockage, par exemple. Juste une petite remarque. Terraform, c'est quoi? C'est développé par une entreprise Ouais, exactement. en open Oui, tout à fait. source et... Alors, Terraform, c'est un outil qui a été développé par HashiCorp. C'est un outil open source. Et alors, il y a le langage Terraform avec les bibliothèques de base qui sont fournies par Terraform. Et ensuite, Terraform fournit aussi des bibliothèques qui sont spécifiques à plusieurs plateformes. On a des plateformes, on a des composants. Là, j'utilise des composants spécifiques à Azure, mais on a des composants GCP, des composants AWS. Le langage est le même. Ça va être... Et l'intérêt de Terraform, c'est qu'on va écrire du texte pour décrire notre code. Donc là, je suis dans VS Code, j'ai juste un plugin Terraform qui permet d'avoir de la... On a perdu ton écran là. Vous avez perdu mon écran? Ouais. Bah, attendez, je vais le remettre. J'ai eu Ouais, plein de problèmes aujourd'hui avec Teams. Vous le revoyez? C'est Star Trek là derrière? Ouais, j'ai mis un fond d'écran Star Trek pour coller. J'ai vu qu'il y avait une petite guéguerre, alors je me suis mis dans le camp des Trekkies. C'est bon pour l'écran? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, je vais décrire. J'imagine que tout le monde a fait un petit peu d'Azure. Je vais créer un ressource group. Je vais créer une variable de type RG. Je vais lui donner un nom. Je vais faire RG, hop, démo, F. Je vais lui dire où il est. Et après, on verra après comment on peut mettre de la variabilité là-dedans. Je vais le mettre en France centrale, donc Cocorico. Et donc, avec ce script-là, c'est un peu comme si, en ligne de commande, j'avais créé un ressource group avec la ligne de commande AZ, la Z-CLI de Azure ou même les commandes PowerShell d'Azure. Donc, j'ai demandé à Terraform de vérifier que tout va bien. Il va regarder. Il y a une notion d'état dans Terraform qui permet de savoir qu'est-ce qu'il a fait précédemment pour comparer, pour deviner ce qu'il va devoir faire plus tard. Ça lui évite de lire tout l'état de l'infrastructure. Alors, pour gagner du temps, cet état-là, moi, je l'ai stocké en local, mais généralement, on le stocke dans Azure. Et il a découvert que par rapport à l'état précédent, qui était vierge, on va avoir besoin d'ajouter, par exemple, ce ressource group. Donc, je vais lui demander d'appliquer le changement. Et donc, tous les scripts que je lance là, en fait, je pourrais techniquement les lancer dans une build. Ce qui fait que au moment du build, je vérifierai juste que la syntaxe de Terraform est bonne, que je n'ai pas d'erreur de compilation. Et au moment du déploiement, je lui ferai un plan. Et si je n'ai pas d'erreur, je pourrais lui faire un apply. Et une fois que c'est appliqué, je vais pouvoir aller voir sur ma souscription que mon ressource group est bien créé. Donc, ce fichier-là, en fait, je vais en avoir plusieurs. C'est comme après n'importe quel type de code. Je vais pouvoir, si je veux rajouter des ressources, je peux les remettre là-dedans. Je peux les remettre dans d'autres dossiers. On va avoir la même latitude qu'on a au niveau développement. Donc, je vais rajouter maintenant un
comment ça s'appelle, un storage account. Donc, si je comprends bien, le resource group que tu as créé là, si tu réexécutes le même script sur Azure, c'est l'état final, donc tu ne vas pas le recréer ou il y aura pas de Exactement. problème. C'est ça, Je vais le faire tout de suite d'ailleurs, tu as tout à fait raison. Je vais lui demander d'appliquer. Pendant qu'il applique, je vais aller voir sur mon état. Et ici, je le vois. J'ai rien besoin de faire, il me l'a créé automatiquement. Mhm. Donc là, si je demande de vérifier qu'est-ce qu'il doit faire si je réapplique ce plan. Donc, suspense. Hop. Il va me dire qu'il n'y a rien à faire. Par contre, je pourrais lui dire, par exemple, de rajouter des tags. Vous savez, des tags, hop, honneur égale APE, hop. Ah. On va reperdre son écran, j'ai l'impression. Vous avez perdu mon écran encore? Ah, ça y est, Non, c'est bon. C'est bon. Je vais lui demander d'appliquer juste une modification. Je vais rajouter des tags. Oui, donc si je comprends bien, la grosse différence, c'est que si après tu supprimes ton tag honneur égale Il va le égale supprimer. la différence, c'est que tu lui as pas demandé de supprimer le tag, tu lui as dit je veux une ressource où il n'y a pas de tag. Exactement. C'est Exactement. ça, la Là, je lui différence. ai dit, je veux cette ressource-là avec ce tag. Et bien, il a vu que la ressource existait, donc il ne va pas la créer. Par contre, il a un tag à ajouter, donc il va le mettre dedans. Mhm. Et ça, c'est super pratique parce que imaginez, vous avez une branche, vous faites plein de changements sur l'infrastructure avant d'arriver à la version finale. À chaque Ouais. étape, vous allez ajouter des choses, en enlever. Quand on va merger cette branche pour pouvoir l'appliquer dans un autre environnement, on va regarder l'état précédent. Ce n'est pas l'état précédent de chaque commit qu'on a fait, on a fait des changements. C'est l'état précédent peut-être d'il y a une semaine. Et donc, on va pouvoir comparer ce qu'on avait précédemment et il va pouvoir appliquer exactement le bon delta. Ça n'existe pas pour SQL, ça? Si, ça s'appelle, oui, ça existe, ça s'appelle sur SQL Server, ça SQL s'appelle package. SQL Package qui fonctionne très très bien si on lui parle gentiment. Entre parenthèses, d'ailleurs, pour SQL Server, il y a aussi des projets dans Visual Studio, un projet database qui te génère le SQL package pour ça. Le Exactement. data pack, là. Ouais. Un data pack, ouais. Et ça marche très bien. J'ai des clients qui utilisent ça tous les jours sur des grosses volumétries et avec des bases liées. Et quand c'est bien fait, parce que ça demande quand même comment dire, d'avoir des bases propres, on arrive à faire des choses sympas. Donc là, je vais juste créer un storage account. Je vais mettre la date 06 05 20 parce que les storage accounts, c'est un peu spécial les nommages sur Azure. Je suis sûr de ne pas avoir de doublons. Et là, je vais lui dire, alors, premier gros intérêt de Terraform, c'est que je peux variabiliser. Donc, tout en haut, j'ai dit, j'avais créé un ressource group et je peux lui dire que le nom de ressource group, c'est celui-là. Je n'ai pas besoin de répéter le nom que je lui ai donné. Je vais pouvoir variabiliser et utiliser le nom de la ressource que j'ai créée ici. Pareil, quand je vais lui dire où est-ce qu'il est, bah, je vais lui dire, bah, tu vas me le mettre dans le même endroit que mon ressource group. Je n'ai pas à respécifier où est-ce que je vais le mettre. C'est même l'intelligence. Exactement. Donc, c'est plutôt pratique. Alors, Le nom de ton storage account, tu l'as appelé account avec un seul C. Je ne sais pas si c'est une influence pour la suite. Où ça À droite. Non, on s'en fout, c'est une variable. En fait, ici, ça va être le nom de ma variable que j'ai créée. Hop, j'ai quelques paramètres que je vais piquer dans mon anti-sèche. En plus, on a des linters qui me permettent de bien aligner proprement. Ce qui fait que quand je lui ai demandé d'appliquer le plan, il va me créer ce storage account, régulier document, account tiers. Ah ouais, ça c'est account tiers. J'ai mal pompé. Je suis un très mauvais tricheur. Il va me permettre de vérifier que tout va bien. Donc là, je suis spécifique à un environnement. C'est bon? Ouais, donc je disais, le gros avantage ici, c'est que si je veux faire un changement là-dedans, je vais faire un pull request, on verra la ligne qui a été mise à jour. C'est beaucoup plus simple pour moi de savoir ce qui s'est passé quand je veux comparer deux versions de mon infrastructure. On se demande souvent qu'est-ce qui a changé dans mon code entre l'application qui marche et l'application qui ne marche pas. Là, on peut aussi savoir ce qui a passé entre le moment où on est dans l'infrastructure, entre l'application qui marche et l'application qui ne marche pas.
Et on peut quand utiliser des variables en disant, par exemple, ici, je vais recouper les informations sur l'endroit où était mon ressource groupe, ce qui fait que je n'ai pas à recopier France centrale. Et pareil, comme on a de la réutilisation et de l'organisation de code dans nos codes applicatifs, on va avoir la même chose dans Terraform. Je peux créer aussi des variables locales. J'aurais pu faire une variable locale ici et déclarer location égale France centrale et utiliser ma variable ici. Je peux faire quelques opérations. Enfin, il y a quand même une sorte de langage assez évolué. On peut mettre du formatage. Il y a des chaînes comme string format. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que les noms de ressources, on va les formater avec des ensembles de variables. Donc là, ça marche très bien. Donc, il me demande de l'appliquer. Ce que j'ai envie de faire derrière, c'est, j'ai pas envie que mon infrastructure ici, elle soit spécifique à ma région. J'ai envie que ça devienne une variable d'entrée. J'ai envie que je puisse déployer cette plateforme-là, quel que soit mon environnement. Là, c'est France centrale. Je veux faire ça dans West Europe. J'ai pas envie d'avoir un script pour chaque. Et j'ai pas envie non plus de le mettre à jour mon script à la main. Donc, on a la possibilité de créer des variables. On peut définir plein de types de variables dans Terraform. On a des types de type string, on a des types booléens. On peut faire des listes, on peut faire des maps aussi, des clés valeurs. Et quand on a des listes et des maps, on peut itérer dessus, donc on peut faire des boucles. Donc là, j'ai juste rajouté une variable de type string. Et à l'intérieur, je vais lui dire ici que l'endroit, c'est plus France centrale, c'est var.location. Ce qui fait que j'ai commencé à paramétrer mon script. Elle est où ta variable? Tu peux dans quel dossier? J'ai créé un fichier ici. En fait, Terraform, on peut l'organiser comme on veut. Il va prendre tous les fichiers à plat, il va les fusionner un peu comme .NET. Il va créer tout ça en un seul bloc. D'accord, d'accord. J'aurais pu la mettre à l'intérieur, mais généralement, les variables, on les met de côté parce que c'est un peu l'input de notre code. Donc, je vais retourner sur mon ressource groupe ici. Et là, je retrouve mon storage. Par rapport à Azure Template, parce que dans Azure, il y a cette notion d'Azure Template, mais ça me paraît plus simple ici déjà, mais c'est quoi? Enfin, c'est différent? Disons que c'est beaucoup plus lisible en Terraform. C'est ça. Si je prends par exemple le template ARM, qui est la technologie sous-jacente en fait que Terraform utilise pour travailler, parce que ce que utilise Terraform derrière, il va utiliser le Azure Resource Manager, le composant d'Azure qui permet de déployer l'infrastructure. Si je lui demande d'exporter ici le template de la même chose, ça ressemblerait à ça. C'est du JSON. Le JSON, on peut pas forcément on peut pas le commenter. Il y a beaucoup de caractères qui sont pas intéressants, qui apportent pas de valeur, puisque derrière on utilise, c'est très verbeux le JSON. Pour une ligne vraiment importante, on va avoir beaucoup de lignes à lire. Et donc là, on voit que le template, il fait déjà pour juste un ressource groupe, il fait déjà 90 lignes, alors que j'ai qu'un storage account. Et je peux pas le découper. Il est forcément en un seul bloc. Un autre avantage, bonjour. Un autre avantage qu'on a avec Terraform, c'est le fait qu'on n'est pas lié uniquement à Azure, on peut déployer sur d'autres providers. C'est ce que j'allais demander, c'est pas uniquement Azure, quoi. Okay. Non, et on peut les fusionner. Là, j'utilise, c'est discret. Là, on lui dit que j'utilise Azure, Resource Manager ici, parce que j'utilise Azure RM. Mais dans le même script, je pourrais me connecter à l'Active Directory et créer des comptes. Je pourrais aller chez GCP faire d'autres choses en même temps. En fait, ici, je déclare des providers et je lui dis, dans ce script-là, j'utilise Azure RM, mais je peux en mettre d'autres. Et dans le même script, mélanger différentes plateformes. Michel? Oui, c'est sympa. Est-ce que tu as déjà regardé Pulumi? Non. C'est exactement la même idée, mais c'est juste écrit dans du code, comme du C#, du Go, du Python, TypeScript, JavaScript. Ouais. C'est vraiment une bonne idée, je trouve. Oui, en fait, oui, on écrit en .NET ou le langage que l'on veut. Ouais, non, j'ai pas utilisé. J'avais regardé et j'avais l'impression que derrière, on arrivait très vite avec un besoin d'avoir la version professionnelle. D'accord. Et l'autre intérêt de Terraform, je trouve, c'est que derrière, il y a un gros
Microsoft pousse pas mal pour que les applications qui soient disponibles sur Azure soient aussi disponibles sur Terraform. Je reviens juste à ma variable, comme ça je pourrais terminer. On pourra en discuter. J'ai créé une variable ici, il m'a demandé la valeur. Là, je pourrais dire, je vais changer de crèmerie. Je vais dire West Europe. Donc, on va laisser calculer. Mais moi, ça m'ennuie à chaque fois de lui spécifier soit en ligne. Je peux lui spécifier aussi la valeur en ligne de commande, mais ce n'est pas forcément très pratique. On a la possibilité aussi de Terraform, c'est que toutes ces variables d'entrée, parce que là, j'en ai qu'une, mais on peut vite avoir des dizaines de propriétés, parce que ça peut vite grossir. On a la possibilité de faire des fichiers de variables ici. Et on va pouvoir lui spécifier toutes les variables dont il a besoin pour travailler. Et en ligne de commande, on va pouvoir lui dire -var-file. Ce qui fait que je peux pouvoir variabiliser mon environnement. Je peux finir mon Canva qui est spécifique à n'importe quel de mes environnements. Et je pourrai après créer un fichier de configuration où dedans, je mettrai des paramètres qui vont être spécifiques à un environnement particulier. Donc là, imaginons que c'est la prod. Je vais pouvoir lui spécifier. Là, il ne va plus me demander la variable location puisqu'il va la trouver ici. Et il va me calculer le plan de changement pour appliquer le delta par rapport à l'état précédent. Et là, normalement, il va me dire qu'il n'y a rien puisqu'on est sur le même réseau. Donc, quand on va faire du déploiement de script Terraform, on va utiliser ces variables-là pour donner ce qui va donner la différence entre chaque environnement. Donc, entre la prod, la recette, la dev ou la pré-prod, on ne va pas forcément avoir les mêmes noms de variables, on ne va pas être dans les mêmes souscriptions, on ne va pas forcément assigner les mêmes droits. Et tout cela, on va le mettre dans les variables. Et comme des paramètres d'entrée d'un programme qu'on écrirait, sauf que ce programme-là, il va décrire notre infrastructure. Donc là, il me dit qu'il n'y a rien à faire. Si je lui dis maintenant West Europe, je vais rappliquer le plan. Il va me dire ce qui passe. Alors là j'ai juste gratté un peu ce qu'on peut faire à Terraform. On a aussi des choses très sympas sur cette technologie d'infra as code. On a la possibilité de créer des modules. C'est-à-dire que si quand vous déployez vos applications, vous avez toujours les mêmes composants, genre je le disais, vous avez une VM avec toujours du backup de la même façon, avec une connexion avec des règles réseau toujours spécifiques. Vous pouvez créer des modules qui rassemblent tout ça et utiliser directement le module comme une ressource en lui spécifiant des variables et ça permet d'avoir des packages d'infrastructures réutilisables. Donc là, j'ai changé de location et il me dit cette ressource-là, elle ne va pas pouvoir être modifiée, il va falloir la remplacer. Ce qui fait qu'il va détruire le resource group et il va détruire le storage account pour pouvoir le recréer dans le bon endroit. Donc on peut bloquer ça, il y a des flags qu'on peut mettre dans les ressources en disant on n'a pas le droit de la détruire. Mais c'est un truc que je voulais vous montrer, il faut faire attention avec l'infra as code, c'est que comme on va déléguer la création, la modification et la suppression de ressources à des scripts, on peut, comme sur une base de données, supprimer des ressources ou des tables comme en base sans faire trop gaffe. Et là, il n'y a pas de backup quand on supprime une plateforme, quand on supprime de la ressource sur Azure. Donc voilà, avantage, mais aussi inconvénient sur ces technologies-là, d'où l'intérêt d'avoir des plateformes et des scripts auditables très facilement. Et moi, j'ai une question. Il y a moyen à partir de, puisque là, c'est lié à Azure, mais à partir de ce qu'on aurait créé dans Azure, de générer le script Terraform, par exemple, ici. Donc, si on le fait graphiquement, une fois que c'est fait, on se dit tiens, bah, alors, je crois qu'il y avait des tentatives. Non, je ne crois pas qu'il y ait des outils pour ça. On peut importer en fait, l'état d'une ressource pour pouvoir la réécrire dedans, mais je crois pas qu'il y ait des outils pour faire ça. Convertir un VRM en Terraform. Ouais. Si je peux me permettre, Michel. Ouais. Alors, il existe effectivement un outil qui a été développé par une personne qui s'appelle AZ2TF.
qui permet, à partir d'une infrastructure déjà existante dans Azure, de générer le code Terraform qui va avec. Mais il me semble qu'il y a quelques semaines, le projet sous GitHub a été abandonné en disant que Azure allait trop vite et que la personne n'arrivait plus donc à contribuer assez vite pour suivre la même cadence que Azure. C'est con parce que ça serait vachement pratique. Ouais, alors je l'avais essayé, mais il y avait pas mal de soucis là-dessus. C'est qu'il générait en fait qu'une partie du code Terraform vraiment nécessaire à l'exécution du code. Le reste des propriétés, il le mettait dans le TF state, dans le fichier donc, qui est généré par Terraform. Le problème, c'est que si on supprime ce fichier TF state, on perd tout le reste de la config. Donc la bonne pratique, c'est plutôt de décrire avec en Terraform l'infrastructure que l'on a. Et ensuite, on peut importer son état d'Azure dans le fichier d'état Terraform qui lui sert à faire son delta pour savoir les opérations qu'il veut effectuer. Et c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un travail préliminaire. Et là, le souci qu'on va avoir, après, c'est le même souci qu'on peut avoir avec d'autres technologies d'infra as code. Moi, je l'ai eu avec PowerShell DSC, c'est que quand on regarde deux environnements, on a beau faire des efforts, s'ils sont créés manuellement, on a toujours des deltas. On n'a jamais exactement les mêmes noms de dossiers, ou alors il y a un espace qui est remplacé par un underscore ou par un tiret. Et c'est le problème, c'est quand on démarre, on essaye d'importer une infrastructure qui a été faite à la main, c'est jamais parfait. Il y a toujours un petit truc qui fait qu'on va devoir casser quelque chose. Donc, même si elle est parfaite, on va devoir se baser sur un seul environnement et après, il va falloir casser les autres. On n'aura jamais exactement des environnements qui sont nickel chrome, surtout s'il y en a plusieurs et où le gars ne s'est pas planté dans le paramétrage ou dans les nommages. Donc voilà, si on a fait l'infrastructure à la main, il y aura toujours un travail de réorganisation derrière. Donc là, je vais demander de tout détruire et de tout recréer. Donc si je retourne sur mon ressource groupe, voilà, là maintenant, on a vu, il y a mon tag ici. Hein. Il n'est pas encore visible dans le portail. Et il m'a créé le ressource groupe aussi. Mais dans mes propriétés, normalement, je suis maintenant sur... hop. Si je les retrouve... sur West Europe. Ouais, non, c'est pas mal. Moi, non, c'est vraiment même pratique. Petite question, Mitch. Vas-y. Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il existe une application web qui te permettrait de lire un des fichiers TF, là, comme les variables, et qui te permettrait, depuis une application de web, de piloter la création d'environnement? Est-ce que tu as vu un truc comme ça? Non, ça ne me dit rien. Généralement, on va créer des environnements, on va les brancher sur des pipelines de build et de déploiement. Non, mais l'idée, en fait, c'est plutôt pour... Imagine que tu as une application qui doit créer un environnement pour le donner en accès à un utilisateur, par exemple pour tester un soft ou une chose comme ça, quoi. Non, j'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. Bon, je chercherai alors. Merci. Après, Terraform, c'est que de la ligne de commande. Donc après, on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Ouais, j'imagine bien. Et Laurent, c'est quoi ton envie au final? C'est de cliquer sur un bouton et ça déploie automatiquement le website? Non, c'est de pouvoir quand même lire un des fichiers, par exemple, pour avoir les paramètres que tu peux lui entrer. Ce que je peux imaginer, je ne sais pas, l'endroit où tu veux avoir ton truc déployé, par exemple, comme il montrait Mitch. Et d'avoir cette application web où tu rentres un minimum d'informations. Effectivement, tu cliques sur un bouton, il te donne une instance et puis il te donne les informations, comment y accéder. D'accord. Bah, c'est un beau projet open source. Bonne chance. Si seulement j'avais le temps. Ouais. Là j'ai mis une variable, mais on peut avoir très très vite beaucoup de variables. Ouais. Mais le gros intérêt, c'est que comme on va avoir des variables dans le code, on va pouvoir variabiliser pas mal de choses. Généralement, tout ce qui est nom de ressources, on va définir des normes de nommage, comme nous, on a des normes de nommage côté code. On va définir des normes de nommage côté ressources. Et on ne va pas créer une ressource, on leur donner des noms systématiquement, mais on va avoir des formatages
on va respecter une norme de nommage. Les VM, on va les préfixer VM, peut-être l'endroit où elle est, son utilisation, etc., etc. Ce qui fait qu'on n'a jamais besoin de créer des noms de ressources, puisque derrière, c'est le template c'est le script qui va le faire pour nous. Et alors, dans l'intégration continue, par exemple sur Azure, justement, là, tu peux aussi avoir des variables dans l'intégration continue. Toi, tu préfères les mettre où dans ces cas-là? Aussi bien au niveau de tes fichiers ou au niveau de ton Azure? Les secrets, on va plutôt les mettre dans tout ce qui est secret pour se loguer, on va les avoir dans Azure. Enfin, les avoir dans Azure ou dans l'outil de déploiement. Après, le paramétrage des environnements, comme c'est des fichiers, on a la possibilité de les mettre. Des fois, on peut les mettre dans le même repo, mais il y a des ops qui ne veulent pas qu'on voit leur conf de prod. Donc, on va peut-être, il y a des scripts de déploiement ou des outils où on peut utiliser du multi-repo. Donc, on va prendre le source Terraform dans un repo et puis le paramétrage dans un autre repo. Mais en fait, on est assez libre de faire ce qu'on veut, puisque le tout, c'est qu'au moment du déploiement, on est l'endroit où on a le state, qui est l'état précédent de Terraform pour un environnement donné, le script, le dossier où il y a les scripts Terraform, et les variables des trains en entrée. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a la possibilité dans Terraform de récupérer en output des valeurs. Imaginons, là, j'ai créé un storage account, mais j'aimerais bien avoir son URL, parce que derrière, juste après le déploiement de l'infrastructure, je veux copier des fichiers. Techniquement, si j'utilisais des variables, le nom va changer par environnement. Terraform permet d'avoir des variables en sortie que je peux récupérer dans mon intégration continue pour les réutiliser. Donc, je pourrais lui dire en sortie de script, donne-moi le nom du storage account. Et puis derrière, moi, je peux m'en servir pour copier des choses dedans. Donc, c'est pas seulement des choses en entrée que je vais pouvoir récupérer, mais c'est aussi des choses en sortie par rapport à l'infrastructure. Et ben pareil, s'il y a un moment donné où ça plante, tu as le résultat qui était... Il va nous le dire. Si je crée une ressource qui a déjà un même nom, il va me jeter. Il y a une semaine, j'avais créé une VM, le nom était trop long et il me l'a dit très vite. C'est le problème après, quand on template... Oui, c'est le problème aussi quand on template les noms de variables, on se retrouve avec des noms à rallonge. Mais chez des clients, toute l'infrastructure Azure est faite comme ça. Il y a 0 opération manuelle. À part les premières briques où on met certains fichiers, on a des scripts AZCLI à côté, mais toute l'infrastructure est entièrement en infrascode. C'est-à-dire qu'on pourrait la détruire et la recréer quasiment tous les jours. Richard, il y a quelqu'un en attente? Il y a quelqu'un. Non, parce que j'essaie de parler depuis tout à l'heure, mais ça fait un quart d'heure qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Oui, j'ai personne. Excusez-moi de vous avoir coupé, mais là, au bout d'un moment, ça. Mais je le vois Merci, pas. Madame la secrétaire. C'était qui? Non, j'ai personne. Et, Michel, pour revenir un peu sur de démarrer une infrastructure à partir de rien, c'est vraiment un des principes aussi du DevOps. C'est de se dire on fait tout à Scott finalement, et ça permet aussi de se dire que si jamais on a un problème sur une machine, on peut redéployer rapidement toute l'infrastructure en un clic et plus avoir besoin d'autres personnes. Et ici, c'est pas dans l'idée de retirer des personnes qui font de l'infrastructure, mais plutôt de se dire qu'on leur facilitera le travail grâce à ça. Ah oui, tout à fait. Même chose pour les montées en charge. Oui, j'avais un client, on n'était pas sûr de notre région principale parce qu'on n'avait pas encore fait des tests de latence. En fait, ça nous était égal. Parce que comme on a tout fait par code, s'il fallait changer, on détruisait et puis on changeait la région et puis c'était reparti. De toute façon, c'est un peu la tendance générale de tout avoir sous forme de fichiers. C'est aussi bien pour l'intégration continue que pour, effectivement, avec un outil comme Terraform, quoi. Oui. Alors, on retrouve à tous les niveaux. On a aussi il y a Packer maintenant qui a pas mal qui est pas mal utilisé pour générer des images de VM. Pareil, c'est des choses qui permettent de scripter la création d'images. Enfin, il y a des choses sympas. C'est aussi HashiCorp, je crois. On peut faire des trucs vraiment sympas par code. On est devenus des développeurs d'infrastructure. Ok. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un petit tour, je pense, un tout petit tour de ce qui est possible de faire. Je pense qu'il faut arriver à digérer ça. Moi, je ne connaissais pas du tout, donc je peux pas. J'avais juste entendu parler de Terraform parce que j'ai un client
qui a un certain nombre de personnes chez lui qui veulent à tout prix utiliser Terraform. Je ne sais pas du tout. Donc, comme ça, j'aurai l'air un petit peu moins con la prochaine fois que j'irai voir. Bien, écoute, merci Michel. Et on va passer à la dernière partie, donc, qui concerne la build qui a lieu la semaine prochaine. Donc la question c'est, à votre avis, qu'est-ce que vous attendez de cette build et qu'est-ce qu'on risque de découvrir ou pas pendant cette build? Des goodies. Non. Défendre De la l'écran UI Teams. multiplateforme. Enfin. Pardon? De la UI crois- multiplateforme. Enfin, crois- si c'est pas celle-là, c'est la prochaine. C'est ce que tu dis chaque année, non? Non. Il y aura Non, Blizzard, mais qui va sortir. je pense que franchement, avec Blazor, là, ils ont un truc qui pourrait amener quelque chose là-dedans, quoi. Vraiment. Ça y est, Ça s'appelle t'as réveillé Christophe là. Oui, j'imagine bien, mais c'est vrai que c'est un truc que je suivais de très loin. J'ai passé samedi matin 2-3 heures, j'ai pu mettre en place quelque chose. C'est assez bluffant comme techno, quoi. Je parle de la version WebAssembly. Mhm. Et quand tu vois les tests qu'ils font, par exemple, pour écrire des applications Xamarin ou autre, j'imagine qu'ils vont venir avec quelque chose dans la UI multiplateforme. Leur système de WebView aussi, c'est ce window qui permet de tourner cet applicatif sur les différents types d'operating system et qui est largement moins lourd qu'Electron et tout ça. Un électron Moi, à la je sens un WebAssembly. truc comme ça. Ouais. Ouais, le problème du multiplateforme, c'est que là, pour l'instant, là, tout ce que vous dites, là, c'est un multiplateforme sur 2 plateformes. Il y en a une troisième qui veut pas trop, quoi. C'est-à-dire? Sur iOS. Ouais, c'est le problème à chaque fois, quoi. Il se base sur Xamarin, hein, donc ça devrait marcher aussi sur iOS. Oui, mais iOS, c'est pas macOS. Ouais, mais moi je vois Pourquoi plutôt pas? quelque chose qui viendrait sur Linux, macOS et Windows. Certainement aussi tout ce qui est mobile, avec la Ouais, ils couche ont- Xamarin. Qu'est-ce que vous Ouais, ils entendez avaient par annoncé, hein. une WinUI? Qu'est-ce que vous entendez par une interface multiplateforme? Tu te rappelles Java, les applets de Java? C'est un exemple, ouais. Quand tu devais installer Java Applet et qu'après ton application que tu développais en Java, elle permettait d'être accessible sur Mac, Linux et Windows. J'ai jamais fait de Java. Ouais, les applets, c'était au niveau du browser, donc ça, c'est le WebAssembly. Non, Et mais dans tu la avais aussi, roadmap- aussi des Java Non. Applet pour pour l'OS natif, sans passer par le web browser. Ça aussi, ils ont annoncé, donc à mon avis, ils vont probablement confirmer ou aller un peu plus loin, mais dans la roadmap de Blazor, il y a en bout de course du Blazor natif Il parlait de Blazor Electron à un moment. Non, parle plus en maintenant. PWA. Non. Et ils ont fait des tests avec Blazor en PWA dans de l'Electron. Hein. Oui, ils ont fait des tests, mais ils parlent plus Après, ouais. ce qui va sortir, je sais pas. Mais effectivement, moi je suis d'accord, je pense que un des sujets en termes de dev, ça va être effectivement tout ce qui tourne autour de Blazor. Après, l'autre sujet, Ouais, je pense, c'est tout ce qui est containerisation d'applicatifs. On connaît ça sous forme de Docker. La grande idée de Windows 10X là, pour les applications, c'est aussi ça. Et WebAssembly est vraiment un très bon client pour ce genre de choses, puisqu'il y a du travail qui est fait pour que ça marche dans un browser, mais il y a du travail qui est fait pour que ça tourne en dehors d'un browser, quoi. Donc, les briques de base pour pouvoir construire quelque chose qui va tourner sur différentes OS sont en train de se mettre en place, quoi. En tout cas, quand on voit la roadmap de .NET 5, il parle déjà des TFM pour pouvoir faire du code qui est lié au browser sur lequel l'application va tourner. Vous avez déjà vu ça? Non, tu peux répéter, j'ai pas tout compris. Donc TFM, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Donc, attends, je vais juste reprendre. C'est sur le GitHub de .NET Core, hein, les TFM. Où est-ce que j'ai vu ça? Donc en fait, je retrouve plus l'article.
Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, comme dans .NET Standard, on peut mettre des prérogatives de compilation. Quand vous êtes dans le .NET Standard, vous pouvez faire if .NET Framework, if .NET Core, avec le numéro de version. Mais ils ont étendu ça pour .NET 5 avec le if Windows, if Linux, if Mac, pour avoir vraiment du code qui est lié à l'environnement dans lequel il va tourner. D'accord. Donc ça, c'est pas caché, c'est pas encore, c'est pas sous NDA, c'est réellement dans ce qu'ils ont déjà annoncé au niveau du .NET 5. De toute façon, tout ce qui est .NET et Blazor, tout est open source, donc il n'y a, à mon avis, pas grand-chose de caché à ce niveau-là. Après, il faut le trouver, l'endroit, ils s'en cachent pas. Ça leur arrive quand même d'ouvrir des repos au dernier moment pour les annoncer. Exactement. Oui, c'est des NDA qui durent 2 jours. Oui, par exemple, le XAML standard, ils l'ont ouvert au dernier moment. Bon, ils l'ont fermé peu de temps après, mais. Ça existe encore, ce truc? Non. Non, ça y est. Enfin, je ne sais même pas si c'est encore. Moi, ce que j'attends un peu de la build, c'est de voir effectivement vers quelle tendance ils vont aller. Parce que pour le moment, il y a du XAML, ils reparlent même de WinForm, de WPF, il y a plein de choses. Est-ce qu'ils sont dans la tendance, comme on disait, Blazor, full Blazor, avec éventuellement des sous-couches Xamarin derrière, mais est-ce que c'est plus ce genre de techno-là, PWA et Blazor et du natif, ou bien est-ce qu'il y aura quand même toujours du XAML, toujours du WPF, toujours... Non, je pense que le WinForm, je pense que c'était pour faire de la migration de vieilles applis. Je pense qu'on va avoir un gros chantier ces 5 prochaines années, c'est de migrer tout ce qui est en .NET Framework, en .NET Core, et ils étaient obligés d'avoir de WinForm pour faire cette première phase de migration, pour que dans un deuxième temps, on puisse refactoriser des bibliothèques, garder le cœur qui est vraiment intéressant et changer le front après. Mais on avait besoin de WinForm pour ça. On a besoin, ils n'étaient pas obligés, on pouvait dire, tiens, ces applications-là, elles restent en .NET Framework classique et elles ne passent pas en .NET Core. Donc, il y a quand même une volonté de faire tout. Non, mais ils veulent quand même attirer du monde sur .NET Core. Oui, ça c'est clair. Faut qu'on travaille. Mais moi, je ne connais pas beaucoup de clients qui vont prendre le risque quand même de passer des vieilles applications WinForm en .NET Core 5, en gros, juste pour changer le framework. Ils vont dire, ça marche, je ne touche pas. Intérêt zéro. Mais tant qu'il n'y aura pas de multiplateforme WinForm... Je rebondis sur le fait que tu dis, oui, Blazor, c'est une solution et que ça peut être la solution. Mais si tu te rappelles la discussion qu'on avait eue avec Anders, qui est quand même l'un des papas, un des pionniers de certains langages au sein de Microsoft, lui était totalement contre Blazor. Mais lui, il a créé le C# après avoir créé le Turbo Pascal. Maintenant, il a fait le TypeScript. Donc, il a viré sa cutie dans tout le monde JavaScript, TypeScript. Donc, il ne veut plus revenir en arrière avec du C#, le malheureux. Non. Et TypeScript, très bon langage. Et sans rigoler, TypeScript, très bon langage. TypeScript plus React, c'est ma stack préférée pour le front. Et on peut faire des choses vraiment étonnantes et performantes côté front. Et ça m'a réconcilié avec le web. Ah oui, ça c'est oui, moi aussi, ça c'est clair. Mais en ayant joué un petit peu avec du Blazor et en ayant regardé, Laurent va sans doute pas me contredire, on est encore une couche. Non, sérieusement, moi je suis bluffé par Blazor. Votre objectif c'était de citer Blazor 250 fois là ou pas quoi? J'ai remarqué qu'en moins d'une minute, on utilisait 100 fois le mot Blazor, c'est jouissif. Richard, il faudra mettre un compteur sur la vidéo. C'est quoi qu'on dit Blazor? C'est comme les likes ou les cœurs qui apparaissent là. Non, mais quand tu veux commencer en JavaScript, TypeScript, React, tous ces frameworks-là, il faut un temps infini pour comprendre tous les concepts et tous les trucs là. Et avoir quelque chose où tu peux commencer à coder, quoi. Là, en 3 heures, j'avais un truc où j'avais une application, j'avais intégré une autre bibliothèque, j'avais ma build et un déploiement mis en place. Et tout ça en 3 heures sans connaître rien du tout à cette techno, quoi. Donc, c'est assez bluffant, quoi. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne qui veut dire Blazor. Moi, j'ai un truc. Oui. C'est un truc important en plus. C'est le Blazor, quoi. Le 18 juin, avec Denis et Christophe, on organise le Blazor Day. Merci, Blazor Day. C'est un cochon. Et donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés de venir faire des calls, de vouloir faire un sujet, un retour d'expérience et autres, on a le Call for Paper qui est ouvert. Et je vous invite à aller sur le blazorday.net ou .net, je ne sais pas comment vous dites. Et de vous inscrire. Superbe logo d'ailleurs. Ouais. Bien, bon, bah écoutez. Je laisse deviner qui l'a fourni en tout cas. Bien.
Écoute, il est 18h. Et tu parles pas des invités, c'est encore secret, Adrien? Je sais pas si ça serait intéressant d'en parler. Je sais pas. Est-ce qu'on va dire on n'est pas loin. Est-ce qu'on va dire qu'on a le papa de Blazer ainsi ça incrémente le compteur? On peut dire que c'est que le papa de Blazer qui sera là. C'est le On va pas dire son nom. responsable, c'est Dan Ross qui est le PM du projet. Il nous a confirmé qu'il allait venir faire la séance d'introduction, la première session. Donc, ça apporte que du bon. Et le vrai papa, c'est Steve Sanderson. Sanderson. C'est ça, Ouais. ouais. Oui, mais alors, faut chercher. Putain, on s'est planté, les gars. On a pris le mauvais gars. En plus, il est pas loin, il est à Londres, Sanderson. Il y a Chris Senti qui sera là aussi. Un Bien, des MVP vachement balèze sur Blazer. Et c'est simplement pour incrémenter le compteur Blazer. Et pour jouer en Blazer, je vous ai mis un lien dans le chat. Vous irez jouer avec et ça. c'est fait en Blazer, c'est ça? Ouais. Bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on aura Sébastien Ross de Microsoft Corp qui nous parlera de Orchard. Non, de Orchard Corp. C'est le Ross ROS, c'est pas ROTH. Hein. ROS. ROTH, c'est celui qui s'occupe de Blazer. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. J'ai rien dit. Putain, je le mettre.